Messieurs, dames, bonsoir. Nous allons démarrer dans un instant cette rencontre. Monsieur Thierry Sebag, directeur général d'Orthofrance, est en train de gravir les étages du bâtiment. Je vais simplement le précéder par quelques mots pour vous remercier de votre présence, nombreuse ce soir, pour un thème qui nous est cher et qui m'est cher aussi à titre personnel. J'ai commencé ma carrière à l'Éducation nationale en tant qu'enseignant, enseignant de mathématiques dans des collèges, des lycées, enseignement public en zone sensible, puis enseignement privé sous contrat, avant de devenir chef d'établissement. J'ai un nombre incalculable de souvenirs en réunion parents-professeurs où les parents me disent « mais que voulez-vous, j'étais nul en maths, donc il n'y a rien à faire ». C'est-à-dire que toute la démarche d'accompagnement, de remédiation qu'on essaye de mettre en place était anéantie par des préjugés sur les maths. Comme si c'était une matière un peu à part. Il y a les matières dans lesquelles on peut progresser, et puis les matières qui sont un peu atypiques et qu'on n'arrive pas à apprivoiser. Donc, la question, et il y en a, je ne vois pas une personne qui n'a pas réagi au titre de la conférence « Faut-il encore enseigner les mathématiques ?» On va vous répondre en 3 lettres, puis la conférence sera terminée. Je sais que dans cette salle sont présents des personnes qui sont directement concernées par les mathématiques, IPR, IAIEN, chef d'établissement, professeur de mathématiques, mais plus largement, plusieurs comités éducatifs sont représentés ici, d'établissements amis, d'établissements partenaires, d'établissements de l'académie et au-delà, parce qu'on est tous très curieux de savoir, même si on a une petite idée lorsqu'on a cherché sur Internet ce que vous allez peut-être présenter, on est très curieux et on est surtout très intéressé de découvrir cette approche. Ce que je peux dire en tant qu'enseignant en stand-by actuellement, puisque je suis en disponibilité de l'Éducation nationale, c'est que je me suis retrouvé parfois bien seul vis-à-vis de l'institution nationale par rapport à une aide, à des consignes, à des directives. Et j'ai vu au fil des années des réformes, des approches qui, à mon sens, nous éloignaient de plus en plus de l'enseignement agréable des mathématiques et de la réflexion. Et donc, je sais que vous avez à cœur de vous rapprocher des points fondamentaux. Nous allons, Monsieur Sebag, qui est en train d'arriver, va présenter Monsieur Torossian, mais j'aimerais que vous exposez, vous expliquez comment la rencontre s'est faite avec Monsieur Torossian. Roger, tu veux bien dire quelques mots? Donc, j'en profite pour ceux qui ne connaissent pas encore pour vous présenter Monsieur Roger Azria, professeur émérite alors que je ne me trompe pas. Directeur de recherche émérite au CNRS. Bon, mais on ne va pas parler de moi ce soir. Et aussi administrateur d'Orthofrance, qui va nous expliquer comment la rencontre s'est faite avec M. Torossian, et M. Sebag va nous introduire la conférence. Voilà, c'est lors d'une remise de médaille que j'ai rencontré M. Tristan Lecoq, et je lui ai dit qu'on cherchait un conférencier top niveau pour nous faire un séminaire sur l'enseignement des mathématiques en France. Et il m'a tout de suite donné le nom de M. Torossian. J'ai contacté M. Torossian qui m'a immédiatement répondu qu'il était tout à fait d'accord et heureux de venir chez nous ce soir. Et c'est comme ça que vous êtes arrivés. Je vous remercie à titre personnel. Voilà. Je passe la parole. Monsieur Sebag, directeur général Orthofrance. Bonsoir Monsieur Torossian. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir ici. C'est partagé. Voilà, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on partage une communauté de destin qui est une communauté de destin éducatif. On est des enseignants ici, tous. Alors je ne sais pas si on vous a présenté, mais Monsieur Torossian est agrégé de mathématiques. Il a passé sa thèse Paris Diderot, je crois. Vous êtes chercheur au CNRS. Vous avez été chercheur au CNRS. Vous avez rejoint la direction générale de l'enseignement scolaire. Et puis, vous avez été conseiller, ou vous êtes conseiller maintenant spécial.
et vous avez travaillé avec M. Cédric Villani sur 21 mesures pour apprendre les maths. Voilà. Alors, je vais être un peu provocant pour démarrer, si vous me permettez. Apprendre les maths, mais j'allais dire apprendre tout court. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui quand on a des algorithmes qui peuvent calculer pour nous, quand on a des machines qui peuvent calculer pour nous, quand on se demande encore à quoi ça sert d'apprendre, pas de venir à l'école, mais en quoi ça sert encore d'apprendre, quand demain peut-être on n'aura plus besoin d'apprendre parce qu'on a des machines qui nous permettent de faire aussi bien, si ce n'est mieux que nous. Et toute l'histoire finalement de la vie économique, de la vie des entreprises, de la vie industrielle, de tout ce que nous faisons au quotidien, elle est marquée par finalement cette paresse que l'on a, que l'on reporte sur les machines, sur les robots, en se disant on espère qu'ils vont faire encore mieux que nous, qu'ils auront des capacités de calcul encore plus fortes que les nôtres. Et si on devait se comparer à des machines, finalement, peut-être qu'on perdrait. C'est même pas sûr. Ça semble en tout cas bien parti pour. Et pour moi, vous voyez, la conférence que vous allez donner ce soir, qui est sur l'enseignement des mathématiques, elle est capitale pour ce que nous faisons dans nos écoles. Elle est capitale parce qu'aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans un monde où nous savons bien qu'aujourd'hui, l'enseignement des sciences, des technologies, des mathématiques est fondamental pour les métiers de demain, que ce soit des métiers scientifiques purs, mais que ce soit aussi des métiers qui soient des métiers de service, des métiers de commerce, où les mathématiques sont partout. On dit ça de toutes les disciplines, mais aujourd'hui, dans un monde qui est gouverné par la data et par les algorithmes, comprendre l'importance des mathématiques, comprendre l'importance des sciences, c'est pour nous un enjeu stratégique. Je pèse mes mots en disant comme ça. C'est un enjeu stratégique pour nous, pour toutes nos écoles et pour leur devenir. Merci M. Torossian de nous faire l'honneur d'être présent parmi nous. Et on va avoir un grand plaisir à vous écouter. Merci Monsieur Sebag. Je vais garder le micro pas trop loin. Je vois que vous avez déjà commencé la conférence puisque vous m'avez posé une question et vous avez commencé par y répondre. Ça va. Alors, vous parlez de communauté de destin, communauté éducative, bien sûr. Alors, d'abord, je veux dire que je suis extrêmement ravi d'être là aujourd'hui. Dans ce lycée, ce très beau lycée. J'ai quand même fait un petit peu d'études, j'ai un petit peu regardé aussi comment vous travaillez ici, et je veux dire que le projet pédagogique que vous y développez est vraiment, je veux dire, parfaitement évolué, et qui donne envie, d'une certaine manière. Envie à ceux, notamment, qui ont eu peut-être moins de facilité que d'autres. Et j'allais dire que le slogan que vous développez de dire... qu'on fasse en 2 ans, 3 ans, 4 ans des choses, ça n'a pas d'importance. La vie est longue. Et je dirais à la fin, les mathématiques ne sont pas réservées au génie. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, alors, comme vous l'avez dit, maintenant j'ai rejoint la direction générale de l'enseignement scolaire comme conseiller spécial auprès du DGESCO. Et j'ai la charge de piloter la mise en place de ce rapport que nous avons écrit avec Cédric Villani, 21 mesures. 21 mesures pour l'éducation, enfin pour l'enseignement des mathématiques. Rapport qui est lui-même traduit déjà en espagnol, puisque à la fin de la semaine, je pars en Argentine, parler de ça en Argentine. Donc vous voyez, on est assez intéressé. Alors, je veux dire qu'il y a 2 questions qu'il ne faut pas confondre. La première question, c'est est-ce que les maths sont utiles ? Alors, la réponse est assez simple et j'allais dire que l'environnement aujourd'hui, j'allais dire du monde qui nous entoure, la réponse est devant nous. C'est évident, oui, les mathématiques sont utiles parce que, en fait, le monde est devenu mathématique. Et donc, vous voyez, il y a 50 ans, c'était pas si évident que ça. Aujourd'hui, vous l'avez dit, la data, la puissance des ordinateurs, demain les ordinateurs quantiques, toutes ces choses-là, font que, oui, il est simple de dire à quoi servent les maths. Pourquoi les maths sont importantes. Et j'entends bien qu'il y a 2 questions. Il y a 2 questions différentes qu'il faut avoir en tête tout au long de cet exposé, et c'est ce que je vais essayer de présenter en 3 temps. Pourquoi les mathématiques sont utiles? Ça, c'est le côté facile.
Ça, c'est le genre de conférence que vous avez, que vous trouvez, vous invitez un chercheur, vous lui dites, faites-nous un bel exposé sur les mathématiques pour donner envie aux maths, aux jeunes, etc. Alors ça, c'est le côté facile. Il y a un deuxième côté qui est plus difficile, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, la France et ce que vivent les professeurs au quotidien, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont à l'aise avec les mathématiques, hein, qui comprennent bien, et puis il y a effectivement des gens, des élèves, des Français, des citoyens dans le monde entier qui ont une difficulté avec les mathématiques. Et ce n'est pas uniquement français, c'est dans le monde entier, partout sur la planète. Les pourcentages, c'est difficile. Si vous allez aux États-Unis, en Amérique du Sud, les gens ne sont pas forcément très à l'aise avec les nombres, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez Cédric Villani, le Big Data, etc. Et de l'autre côté, 50% des jeunes Français de 12 ans qui ne savent pas multiplier par 100 un nombre. Vous voyez, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'il y a les deux choses en même temps. Et la troisième, la difficulté, ce n'est pas, j'allais dire, à quoi servent les maths, et faut-il enseigner les maths. La vraie question, c'est faut-il enseigner les maths à tout le monde. C'est-à-dire que si on me dit enseigner les maths à 5, 10, 20% de la population, ça, tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire d'enseigner les mathématiques à 20% de la population. Et dans certains pays encore, aujourd'hui, les mathématiques ne sont enseignées qu'à 5% de la population. C'était le cas, et on le verra tout à l'heure, de la France, hein, il y a encore 50 ans. Ou 60 ans. Vous voyez ? Donc la vraie question, c'est une question de l'ambition sociétale. C'est-à-dire collectivement, qu'est-ce que nous voulons en tant que société, en tant que membre d'une communauté intellectuelle, une nation, etc. Voilà, est-ce qu'on veut partager quelque chose? Et pourquoi le faire? Parce qu'effectivement, on peut dire qu'il y a des machines, on va en reparler. Ok, mais ça, on va dire que les machines, elles savent tout faire. Je veux dire, mais elles n'expliquent pas tout. Et j'ai eu l'occasion, et pourquoi je suis doublement ravi d'être ici, j'ai eu l'occasion d'aller enseigner en Israël, à titre, quand j'étais chercheur au CNRS, au Weizmann Institute. Puisque, donc effectivement, j'ai passé 17 ans au CNRS. Et donc j'avais d'excellents étudiants, exceptionnels même. J'allais dire que le cours de master que j'avais fait à Paris 7, qui m'avait pris à peu près 6 mois, je l'ai fait en 1 mois au Weizmann Institute, hein, tellement les étudiants étaient bons et ils travaillaient. Hein, alors le professeur était ravi, d'une certaine manière, d'avoir de bons étudiants, etc. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est le côté, je me suis dit, mais il y a quand même dans ce pays, c'est formidable, quand vous allez à Jérusalem, vous trouvez aussi des gens qui sont à l'étude, qui passent quand même beaucoup de temps sur 3 phrases qui ont été écrites il y a 3000 ans. Et alors, je vous avais dit que vous étiez un peu provocateur, mais moi aussi. Et je me suis dit, et là, ça a été une sorte de révélation pour moi, c'est-à-dire que je me suis dit, alors d'abord, ce ne sont pas des idiots, loin de là, et s'ils font ça, c'est qu'il y a un intérêt, et il y a un intérêt qui apporte, enfin un intérêt très profond qui va au-delà d'une conviction purement religieuse, c'est-à-dire que c'est un apport en termes de compétences intellectuelles qui est formidable. C'est-à-dire que, en vérité, la fonction des mathématiques, hein, bien sûr, il y a cette fonction qu'on va voir. Hein, donc, je fais le résumé de la conférence, comme dans tout bon cours, on fait d'abord le résumé. Il y a bien sûr les fonctions, mais si vous rentrez par les fonctions, c'est-à-dire l'utilité, vous allez être coincé, en fait, dans votre démonstration. Parce qu'on va vous dire, oui, mais ça, j'ai pas besoin de 800 000 ingénieurs par an en France. D'accord ? Et si je vous demande combien d'ingénieurs de top niveau il faut en France en termes mathématiques, si vous arrivez à 10 000, vous êtes au maximum. Hein, vous voyez ? Et il y a quand même 800 000 personnes. Donc là, vous voyez, on rejoint la question, c'est que si l'enseignement des mathématiques, c'est uniquement pour la fonction supérieure, technique, etc., eh bien, ça ne résout pas la question de l'apprentissage pour tous. Donc si on veut répondre à cette question, on est obligé d'aller chercher quelque chose qui est au-delà des mathématiques et qu'on va retrouver, par exemple, dans l'étude de la Bible. Et donc, il y a un parallèle en termes de compétences, et c'est pour ça qu'il y a une sorte de modernisme. Il ne faut pas croire qu'on va pouvoir, la science va mettre, ou les mathématiques vont mettre à la poubelle
quelque chose, les autres sujets, et j'encourage sérieusement les gens à y regarder de près. J'espère que vos jeunes sont quand même intéressés aussi par la culture humaniste. Parce que ce qu'on apprend dans la littérature, dans les textes anciens, eh bien, c'est la même fonction, en vérité, que les mathématiques aujourd'hui. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, bien sûr, le monde est devenu mathématique, on l'a dit, l'Internet, alors ça c'est assez facile, hein, tout est digitalisé maintenant, l'industrie, la modélisation, il n'y a pas un avion aujourd'hui qui n'est pas fait par modélisation. Ça veut dire, il faut bien comprendre ce que ça veut dire d'un point de vue des processus industriels, ça veut dire qu'on ne construit plus de prototypes. Avant, on avait des gens voilà, jusqu'à les derniers Airbus, eh bien, on faisait des essais en soufflerie, on donnait une médaille à un pilote pour dire allez, monte dans l'avion, essaye, voir, etc. Circule pendant. Et voilà, c'est fini ça. Maintenant, on fabrique les voitures, les avions sont fabriqués du premier coup et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Il y a encore les crash tests qui sont réellement faits encore aujourd'hui, mais c'est je sais pas, dans quelques années, c'est fini. Il n'y aura plus de crash tests. Ils sont tous modélisés. La prédiction, la banque, l'assurance, le commerce, bien entendu. Hein, je veux dire, ça, on le sait depuis très longtemps, mais vous allez voir, on va en reparler. C'est pas une histoire qui remonte, qui n'est pas récente. Hein, je veux dire, déjà au XVIIe siècle, on était déjà dans ces histoires. La sécurité, le commerce, la sécurité, que ce soit au terme de commerce ou la sécurité individuelle, évidemment. Hein, je veux dire, ici, il y a des caméras, on surveille. Je suis venu avec un taxi Uber qui m'a dit exactement à quelle heure j'allais venir, mais malheureusement, il n'avait pas prévu Google n'avait pas prévu la manif. Encore que la manif, c'est pas ça, c'est que surtout les forces de l'ordre qui avaient bloqué l'avenue Diderot. Et plus généralement, évidemment, tous les métiers en lien avec ce que vous avez dit, l'intelligence artificielle, etc. Donc toutes ces choses-là, c'est en gros, j'allais dire, excusez-moi de vous le dire un peu brutalement, c'est ce que vous lisez dans les journaux. C'est ce qu'on entend dans la plupart des conférences. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est super important, il nous faut des ingénieurs. Samedi, je serai avec... à l'école centrale, on fait une centrale Supélec qui a fusionné, et donc les cursus ont fusionné, et la question c'est évidemment, voilà, tous nos étudiants de centrale Supélec vont travailler là-dedans. Tous les étudiants, ils sont 800, ils vont tous travailler là-dedans, donc il nous faut renforcer nos cursus en mathématiques. Oui, d'accord, mais ils sont que 800. 800. Et si je fais la somme des emplois ici, les emplois directs, eh bien, j'arrive pas à 800 000. Vous voyez, c'est ça le problème. Et ça, personne ne vous le dit. Alors, évidemment, il y a un autre enjeu là qui concerne directement nos professeurs, c'est la pénétration finalement de l'intelligence artificielle et dans l'enseignement. C'est-à-dire, lors de notre mission, INRIA nous a dit, nous travaillons pour l'émergence du professeur augmenté. Alors, il ne faut pas confondre, il ne s'agit pas de salaire, hein, je vous le dis tout de suite. Ça se saurait. Non, il s'agit de l'augmentation, c'est-à-dire l'intelligence artificielle va vous aider à, j'allais dire, comprendre la difficulté scolaire. Vous avez, pour un professeur des écoles, la tablette va vous dire, ah bah oui, mais là, sur la multiplication, il n'est pas très bon. Vous le mettez la machine va le mettre automatiquement en formation, en accompagnement personnalisé, en quelque sorte. Donc voilà. D'une certaine manière, si on réfléchit d'un point de vue très intellectuel et philosophique, l'émergence d'une industrie, puisqu'il s'agit actuellement, il y a 300 startups en France sur ces questions, c'est un enjeu majeur au niveau mondial. Je veux dire, là, bon, ça concerne, j'allais dire, on verra le niveau L3, technicien et ingénieur. Là, ça concerne tous les parents. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est comme Google, c'est-à-dire que s'il y a une industrie qui émerge autour de l'e-education, ça veut dire qu'il y a un flux d'argent colossal qui arrive sur le marché. C'est-à-dire qu'on est en train de monétiser la difficulté scolaire. Alors quand on y pense comme ça, vous voyez, ce que dit Cédric Villani sur l'éthique, ça a paru un petit peu secondaire, de tiens c'est bizarre, etc. C'est central.
c'est central. C'est-à-dire que l'émergence d'une difficulté, de la difficulté là, scolaire, enfin l'émergence d'une industrie autour de l'éducation, c'est en quelque sorte l'agglomération de deux choses. Une peur en tant que parent, j'imagine que dans cette salle il y a beaucoup de parents, moi-même je suis parent, et c'est vrai qu'en tant que parent on est responsable de nos enfants. Partout sur la planète, les parents sont stressés sur le devenir de leurs enfants. Auront-ils un emploi? Vous parlez de l'intelligence artificielle. La concurrence avec les robots. On stresse les populations en disant, écoutez, cher ami, si tu ne travailles pas bien à l'école, avant on disait, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu iras à l'usine. Demain, on dira, tu vas être en concurrence avec le robot. Tu n'auras pas d'emploi, parce que les robots seront meilleurs que toi. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ça stresse les parents. Les parents sont prêts à mettre des milliers et des milliers d'euros, ou de dollars, ou de yens, ou de RMB, pour que leurs enfants aient la meilleure éducation possible. Et donc, il y a la moindre difficulté scolaire est monétisée et transformée en marché, que ce soit des emplois, professeurs par exemple, second professeur par exemple, comme on voit dans les pays asiatiques, tous les élèves ont un deuxième, troisième, quatrième professeur de maths. De maths. Et donc, en quelque sorte, s'il y a une industrie qui émerge, c'est très clairement, c'est qu'il y a un besoin. L'éducation, c'est devenu un marché planétaire. C'est un marché d'avenir. Et il n'y a pas de doute. Il y a des centaines d'étudiants du MIT, de Central Paris, de Polytechnique, qui sont dans ce business. Voilà. Donc, et c'est vrai, quand on est professeur, comment dire, le métier d'enseignant, un peu à la Peggy ou depuis Platon, c'est en quelque sorte la classe. C'est-à-dire, c'est l'espace, l'interaction humaine entre un professeur et puis des disciples, alors ils sont parfois 12, parfois 30, voilà, on retrouve un peu ces mêmes nombres partout sur la planète. Alors il y a des variations, bien entendu. Vous allez en Chine, une classe en Chine, c'est un peu plus gros, vous voyez, mais on va dire que les Chinois sont un peu plus disciplinés aussi, donc c'est la question de la gestion de classe est quand même plus facile. Mais c'est un peu ça l'idée. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas toujours conscient en tant que professeur et professeur de mathématiques de l'enjeu du tissu dans lequel s'inscrivent les mathématiques aujourd'hui. Et quand je dis c'est un marché, les gens disent oui, mais alors l'argent, tout ça, etc. C'est la réalité. Vous allez en Chine, je veux dire, les gens, on voit sur l'enseignement supérieur, les coûts de l'enseignement supérieur sont réels. Vous allez aux États-Unis, etc. Et moi, je dis souvent, quand je vais dans les classes, je dis, mais il faut que les élèves sachent combien ça coûte. C'est-à-dire que 13 000 euros un lycéen en lycée professionnel, 13 000 euros pour un élève de classe préparatoire, 9 500 euros pour un étudiant, voilà, enfin ça tourne autour de 10 000, vous voyez, un peu moins pour l'enseignement primaire, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Et ça, ce sont des chiffres qu'il faut avoir en tête. Donc, alors, l'économie mondiale autour des maths, en passant rapidement, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les médias, dans la presse, effectivement. Alors, la question c'est, est-ce que notre pays aujourd'hui est bien placé pour les maths? Alors, j'allais dire que si on reprend il y a 30 ans, par exemple, très certainement, la France était number one en tant que, disons, flux significatif, parce que les journalistes vous parlent toujours des médailles Fields, mais les médailles Fields, si vous voulez, c'est même pas l'épaisseur du trait, c'est l'épaisseur même pas du cheveu, c'est le micron. Vous voyez, c'est des unités, on ne fait pas une nation avec des unités. D'accord? Donc les médailles Fields, laissez tomber. D'accord? Parlons disons, d'une épaisseur un peu plus épaisse, d'une certaine manière. Vous voyez, par exemple, les ingénieurs. Donc effectivement, est-ce que nos ingénieurs étaient bons en mathématiques il y a 30 ans? La réponse est oui. Est-ce que nos ingénieurs sont encore excellents en mathématiques aujourd'hui? La réponse est non. La preuve, le Central Supélec, etc. Enfin, il y a eu une sorte de glissement ces 30 dernières années qui fait qu'aujourd'hui, si vous interrogez un professeur d'université,
Vous prenez le recrutement à l'agrégation, le niveau Bac plus 5, les gens ne sont pas contents. Ils se disent, tiens, c'est bizarre, ils sentent qu'il y a eu quand même une dégradation. C'est-à-dire que la dégradation, elle n'est pas uniquement sur les résultats du primaire, elle est sur tous les segments, de tous les segments, y compris à Polytechnique. C'est-à-dire que le professeur, il y a 2 cours de mathématiques obligatoires à l'école Polytechnique en première année, on fait même de l'accompagnement personnalisé à l'école Polytechnique. Vous voyez, donc, si vous voulez, chacun a ses problèmes. Mais à Centrale, par exemple, ils sont 800 maintenant sur le cursus Centrale Supélec, ce qui est donc un petit peu significatif. Eh bien, ces questions-là sont cruciales. Et donc, ils ont dit, le niveau en maths n'est pas assez élevé par rapport à ce qu'il faudrait qu'il soit. Donc, on va remonter sérieusement le niveau en mathématiques. Et moi, ça me satisfait. C'est-à-dire que l'analyse qu'on a faite dans notre rapport, c'est qu'il y a un problème généralisé. Et généralisé, c'est de la maternelle jusqu'au Bac plus 5. Donc, vous voyez, par exemple, si on prend les traders, tout ce qui a été l'explosion des mathématiques financières, 50% des emplois de très haute qualification en lien avec les mathématiques étaient occupés par des Français. Si vous voulez, le nombre de Français à Londres, etc., c'était que des Français. Dans toute la finance, 50%, ce qu'on appelle les quants, par exemple, dans le langage courant, 50%, ce sont des Français. À Hong Kong, à Shanghai, etc. Eh bien ça, je peux vous dire, il n'y aura pas 50% des gens en lien avec, des emplois en lien avec l'intelligence artificielle qui seront occupés par des Français. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on ne va pas rééditer aujourd'hui l'exploit qui a été réalisé il y a 30 ans. Et ça, si vous voulez, ça veut dire quelque chose sur la dégradation un petit peu du système éducatif. Donc je dirais que la France est assez mal placée sur la course à l'IA. Malheureusement. Donc, malgré un système éducatif qui dépense beaucoup. Donc, on a perdu... C'est pas une question d'argent. C'est plus une question d'argent. C'est une question d'efficacité. C'est-à-dire que là, on dépense 50 milliards par an. On est absolument dans la moyenne des pays de l'OCDE et des pays développés. Donc, c'est pas une question d'argent. C'est une question d'efficacité. Donc, il va falloir comprendre pourquoi on est devenu inefficace. Et c'est pas qu'en français. Hein. Donc, les compétences les compétences en mathématiques ont beaucoup baissé. Et voilà. Les questions sur la mondialisation, passons. Alors, donc j'allais dire, sur les emplois, c'est ce que vous disiez, il faut bien avoir en tête aujourd'hui une chose, c'est que les emplois, ce n'est pas que des emplois de niveau Bac plus 5 ou chercheurs, etc. C'est pas que ça. Et ça a été une erreur stratégique de la France il y a une trentaine d'années, d'avoir tout misé sur le niveau ingénieur, notamment en disant, alors qu'on avait énormément besoin d'emplois, et encore aujourd'hui, niveau technicien supérieur, c'est-à-dire au niveau Bac plus 3. Et ça, c'est un discours qui a été mal compris par on sait bien d'où ça vient. C'est en gros une erreur faite par les gouvernements autour du moment quand Chevènement était à l'éducation. Vous voyez, donc là, il y a une erreur stratégique. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire que si, en termes de politique éducative, si vous vous trompez dans la stratégie à moyen terme, eh bien, vous créez du chômage. Ou vous créez une sorte de hiatus entre les demandes des industries. Par exemple, on le voit en informatique, on n'a pas besoin que de gens avec un doctorat. On a besoin de gens avec une licence, un Bac plus 3, un bon BTS, etc. Ça, on trouve, ça correspond à un marché. Et les industries, partout sur la planète, on a des besoins de ce niveau. Alors, notamment en lien avec l'informatique. Et là, je crois que ici, on a bien compris cette problématique, me semble-t-il. Voilà. Donc, bien sûr, au niveau master, avec peut-être des connexions beaucoup plus fines avec l'abstraction, et au niveau recherche, on a besoin, j'allais dire aujourd'hui, un lien plus ténu entre les laboratoires de recherche privés ou publics et puis le monde éducatif, les mondes de la formation.
et puis des liens systémiques, j'allais dire, entre l'industrie et le laboratoire, et puis enseignement-recherche. Vous voyez, donc c'est une sorte de planning à 3 niveaux, et c'est un peu ça qui manque en France. Vous voyez ? Alors, là, je vais passer quelques slides pour donner un peu un paysage global du système éducatif en France et puis de la situation de... voilà. Les gens en disent oh, le bac, ça vaut plus rien. On entend souvent ça dans les médias où les gens disent oui, mais à mon époque, le bac c'était quelque chose, etc. Bon, on connaît ce genre de discours, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai que tout le monde a le bac ? Alors on dit 85% d'une classe d'âge. Mais alors, regardons un petit peu les diplômes. Alors ça, c'est des statistiques récentes. Alors, vous voyez, 30% d'une génération a une licence, à peu près. Licence et plus. 30%, 15% sur le BTS, baccalauréat 30%. Donc si vous voyez, vous faites la somme des deux, là on est à 45. 45 à bac plus 2. Vous voyez ? Voilà, aucun diplôme 6%, brevet 6%, CAP, BEP 12%. Vous voyez, donc effectivement, 6, 6, 12, 12 et 12, 24, 25, on est à 25%, la queue ici c'est 25%. Donc on confond souvent le taux de succès au baccalauréat, vous voyez, avec une sorte de réalité. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu éparpillé. Tout le monde n'est pas au niveau de la licence encore aujourd'hui. D'accord ? Ça signifie que 75% a un niveau bac ou plus, c'est ça ? Oui. Oui. Voilà, 45. On est à peu près sur l'objectif qui était annoncé. Oui, absolument. 80%. Oui, oui, oui. Mais bac et plus, encore 30 qui s'arrêtent au bac. C'est-à-dire des gens qui font un L1, par exemple. Vous avez un baccalauréat, je ne sais pas trop quoi, dans une section, et vous dites je vais faire L1 de droit, vous faites une année de droit, vous redoublez, une deuxième année, puis vos parents vous disent bon, voilà, c'est bon, il va falloir commencer un peu à travailler, vous cherchez un emploi, et puis vous retrouvez dans un premier temps, vous ne savez pas quoi faire, parce que vous avez juste le bac. Donc on commence effectivement par un emploi de service, de base. Mais si vous êtes un petit peu, un peu agile et que vous avez un peu de courage aussi, ça ne veut pas dire que vous allez rester tout le temps à ce niveau. Dans la société, vous pouvez ensuite créer avoir un magasin, développer une industrie, voilà, je veux dire faire de l'export, il y a toutes sortes de choses à faire. Tout ne se résout pas au diplôme. Attention. Alors c'est vrai que le diplôme, c'est une sorte de garantie contre le chômage. Mais il ne faut pas inverser la chose. Souvent, le raisonnement, c'est, je veux dire, c'est pas parce que vous avez ok, mais si vous n'avez pas de diplôme, si vous avez des qualités intrinsèques, humaines, travailleurs, etc., vous réussirez dans la vie. Alors, le baccalauréat en France, ça. Alors, voilà la fameuse statistique qu'on voit. Alors, vous voyez, en abscisse, ici, vous avez... alors, évidemment, il n'y a plus personne. Donc, ça, c'est l'année 2016, c'est pas l'année de naissance. Alors, quand vous lisez un graphique comme ça, parce qu'il n'y a pas l'échelle, alors vous regardez, je donne une astuce, vous regardez les extrémités. Alors, vous voyez 2016, donc vous voyez 2016, c'est pas les années de naissance, hein, c'est l'année de passage du baccalauréat. Donc, c'est ça que vous dites. Alors, eh bien, on va faire un test. Cher ami, vous avez passé votre baccalauréat en quelle année ? En 62. En 62. 10% de reçu que j'avais. Donc 62, 66, 66 on est là, 56 on est là, donc on est à peu près là. Voilà, ici, 10% au baccalauréat général, 10% d'une génération. Et que des bacs généraux. Personnellement, j'ai passé le bac en 1982, on est là. Et donc là, voilà, il y avait 20% de ma génération qui était à peu près au bac général. Et puis vous aviez à peu près 7, enfin, on va dire 10% au bac techno. Et donc vous voyez, les bacs généraux, j'allais dire qu'aujourd'hui, dans le baccalauréat général, on plafonne aux alentours de 40%. On a 15% de bac techno et 22% de bac professionnel avec une montée très rude, là, ici, si vous regardez, vous voyez bien qu'il y a une rupture, là.
Alors ça, c'est intéressant, cette rupture ici, là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un accélérateur. Eh bien, c'est quand nous sommes passés du bac pro en 4 ans au bac pro en 3 ans. Voilà, il y a eu un effet accélérateur, ça a accumulé, là, vous voyez. Et donc ça, c'est un effet structurel. Voilà. Donc, alors, le baccalauréat, alors j'aime bien montrer ces cartes qu'on voit assez peu souvent. Parce que nous sommes, j'allais dire, les éducateurs, les professeurs, on est attachés quand même à des valeurs qui sont autour de l'égalité des chances. S'occuper de ceux qui auront le plus besoin. Faire en sorte que quand on est né, quand on est à un endroit, que nos familles viennent de tel pays, que les parents parlent plus ou moins le français, que malgré tout, le système fasse en sorte que eh bien, chacun ait sa chance. Et je dis souvent, il y a beaucoup d'intelligence, ça serait dommage de s'en priver. Hein. Donc faisons en sorte que collectivement, voilà, c'est un petit message au passage. Alors, vous voyez, donc cette carte, donc en abscisse, on voit à peu près 50, et puis là c'est 80, alors plus c'est foncé, plus le taux est élevé. Et c'est l'espérance d'obtenir le baccalauréat pour un élève de 6e, toutes voies confondues. Alors vous voyez que, aujourd'hui, hein, chiffre 2015, hein, donc quand vous êtes dans le nord de la France, vous voyez, votre espérance est plus faible que si vous êtes dans le Limousin. Alors, ça peut paraître un peu étrange. Vous dites, tiens, le Limousin, c'est que des paysans, illettrés, etc. Non, les choses sont beaucoup plus subtiles parce que le corps professoral est très attaché à la réussite. Il y a encore les territoires, l'attache à la terre, et donc faire réussir les enfants de la terre, c'est quand même une mission de l'école. Voyez, et donc on retrouve un peu l'école de la Troisième République, hein, quelque part. Vous voyez, et alors on a des choses très, très marrantes, par exemple Académie. Alors on sait, alors évidemment ici sur l'Île-de-France, on est enfoncé parce qu'il y a de la richesse, vous voyez, etc. Mais vous voyez, quand vous regardez Caen et la Bretagne, c'est deux choses très différentes. Et alors là, il faut aller creuser sur la culture. Eh bien, la Bretagne, par exemple, il y a beaucoup d'écoles privées. En Bretagne, il y a encore le catholicisme est encore très fort en Bretagne. Et donc, il y a une sorte d'encadrement, un engagement des parents autour de l'éducation. Et ça, c'est des choses qui se mesurent. Vous voyez, Rhône-Alpes aussi, en Savoie, en Alsace, on travaille, hein, c'est bien connu, tout l'est de la France. Et que vous voyez la différence entre Montpellier et Toulouse. C'est spectaculaire. Hein. Montpellier, vous savez, c'est l'académie la plus pauvre de France. Voilà. Donc, Toulouse, ben, on a les ingénieurs, voilà, ça irrigue le territoire. Donc, vous voyez, c'est des choses assez intéressantes. Alors, les compétences de base. Alors, j'aurais pu vous montrer une slide comme ça sur les mathématiques. Je vous parle sur le français. Alors, regardez, ça, c'est par des jeunes nés en 1992. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés en 1992, là ou, voilà, oui, très bien. Par des jeunes en difficulté de lecture. En difficulté de lecture. Alors, 28% et plus. Alors là, vous voyez, c'est-à-dire que 30% des enfants, enfin des jeunes, parce que ce sont plus des enfants, qui sont nés en 1992, hein, ont des difficultés de lecture. On retrouve le nord de la France. Hein. Spectaculaire. Et là, on est à 6% pour et là, on retrouve, vous voyez, la Creuse, l'Allier, le Rhône. Il faut connaître un peu sa géographie. Hein, quand on fait une conférence, voilà. Le Rhône, ici vous avez l'Isère, la Savoie, Haute-Savoie. Bon, là ça bosse là. Hein, et puis on retrouve tout l'ouest de la France. Hein, vous voyez. Ici, vous voyez, regardez ce département là. Ici, ça c'est le département de Toulouse. Hein, d'accord, vous reconnaissez. Le centre spatial, il est sur le point rouge. Et puis là, vous avez le département le plus pauvre de France. Hein. Donc vous avez deux départements qui ne sont pas dans la même académie. Et là, ça se retrouve ici sur les chiffres. L'un, c'est 30% et l'autre, 6%. Ça calme, hein, on peut le dire. Et c'est là où on voit que, si vous voulez, si on voit que l'impact de la famille,
l'engagement, la culture, etc. Voilà, ça a un impact sur l'éducation. Hein, mais ça, je crois que vous le savez. Hein. Deux défis majeurs pour l'enseignement des mathématiques et pour, j'allais dire, pour le français, pour tout, c'est vrai. C'est-à-dire que d'un côté, en termes de nation, en termes de besoins économiques, en termes de, disons, de volonté politique, l'affichage, 50% d'une classe d'âge au niveau de la licence. Hein, on est à 30, vous voyez. Donc l'idée, c'est de monter encore les 20 points, vous voyez, pour arriver à avoir effectivement... voilà, pour que la France, ce pays-là, soit au niveau des enjeux économiques mondiaux. Mais dans un même temps, encore trop de personnes qui ne maîtrisent pas les fondamentaux. Et voilà, c'est ça la grande difficulté de notre pays aujourd'hui. Et c'est pas que la France. Hein, je veux dire, la Chine, c'est pareil. Là, j'étais en Colombie il y a un mois. Je veux dire... les taux de scolarisation en Colombie, c'est pas 100%. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc on n'est même pas sur les compétences de base, on est sur la scolarisation. Vous voyez, l'Amérique latine, Mexique, vous allez en Asie du Sud-Est, etc. Vous avez en Inde. Donc il n'y a pas que... oui, on a un peu d'avance parce qu'on a 100% de scolarisation. Encore qu'il y a une partie significative des gens qui sortent leurs enfants des écoles. Mais... voilà, on a des enjeux au niveau mondial, il faut bien avoir ces chiffres en tête. Mais c'est donc qu'il y a ces grands écarts d'une certaine manière. Et le système éducatif, finalement, va refléter cet écart. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte d'atteindre, d'être gagnant sur les deux tableaux. Et ça, c'est difficile. Et ça, les professeurs, vous le sentez évidemment dans les classes, parce que... vous sentez bien qu'il y en a qui vont peut-être faire une licence, qui vont être, en travaillant un peu, vont y arriver. Et puis là, il y a peut-être des élèves qui vous disent, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas qu'il n'arrive pas à résoudre l'exercice de maths, c'est qu'il ne comprend pas l'énoncé. Parce qu'il y a 3 mots qu'il ne comprend pas dans l'énoncé et que ça le bloque. Que quand je dis quel est le quart ou quel est le quart de cette pizza, le 2, l'élève n'a pas compris que le 2, ça voulait dire multiplier. En fait, quand je le transforme en formule mathématique. Voilà, donc... alors, en quelque sorte, on pourrait résumer ça comme l'excellence et l'égalité des chances, quelque part. Vous voyez, c'est un peu ça l'enjeu. Et ça correspond un peu à la philosophie du ministre. C'est-à-dire ne pas avoir peur de proclamer deux choses, que l'égalité des chances, ça ne veut pas dire le nivellement par le bas, et ça ne veut pas dire que tout le monde est au même niveau. C'est pas ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est pas la moyenne pour tous. C'est l'égalité des chances pour tous. C'est-à-dire, on sait bien qu'il y a des gens qui seront peut-être meilleurs dans les relations humaines. Il y a beaucoup d'intelligence. Il y a 9, 10 formes d'intelligence. Il y a l'intelligence mathématique, on va dire, mais il y a... Et vous avez, des fois, on a des ingénieurs ou des élèves en classe préparatoire. On se dit, bon, il faudrait qu'ils fassent un peu plus de sport, peut-être, qu'ils lisent un peu plus de livres, qu'ils les étudient, qu'ils arrivent à parler à leur prochain. Vous voyez, c'est des choses quand même qui sont utiles dans la vie. Si vous voulez réussir dans la vie, il ne suffit pas d'avoir des connaissances. Il faut savoir, si vous êtes cassant, vous ne savez pas respecter autrui, vous n'allez pas faire beaucoup de business. Hein. Enfin, je veux dire, sauf que vous êtes déjà le patron, mais si vous n'êtes pas déjà le patron, vaut mieux mettre un peu de l'eau dans son vin, comme on dit. Hein. C'est bien connu, ça. C'est des choses qui ne s'apprennent pas à l'école, ça. Par exemple, je dis souvent, il y a des gens qui n'ont peut-être pas de très bons résultats, mais ils sont malins. Ils arrivent à faire travailler les autres, par exemple. Vous voyez, c'est quand vous faites les TPE, vous mettez dans le bon groupe, etc. C'est certain, ils vont réussir. C'est sûr, c'est sûr. Même s'il a des mauvaises notes, il va réussir, c'est certain. Donc, soyez rassurés en tant que parents. Je veux dire, l'affaire est beaucoup plus compliquée. C'est pas parce qu'on a de mauvaises notes en maths qu'on est voué à l'échec. Hein. Les choses sont beaucoup plus complexes. Hein. Alors, porter une excellence en plus grand nombre, garantir la maîtrise des compétences, garantir l'égalité des chances sur les territoires. Et ça, c'est un programme qui peut se développer un peu partout sur la planète. Alors, j'allais dire, bon, on trouve ça très bien, mais on a parlé essentiellement que d'économie, quelque part. Hein, d'argent, en disant, oui, les besoins de la nation, l'industrie, le business, etc. Enfin, moi, je veux dire, des choses
dire, bon, c'est vrai que c'est un peu le discours aussi des parents, hein, je veux dire, mais alors, oui, si déjà on résout les questions économiques, réussir dans la vie, réussir sa vie économique quelque part, en tant qu'acteur économique, c'est déjà une bonne raison. J'allais dire que c'est quand même bien d'avoir les moyens quelque part. Vous voyez, c'est ce que je veux dire d'une certaine manière. Être utile à son pays, participer à l'aventure de l'intelligence artificielle. Quand nos anciens ont participé à l'industrie aéronautique, à l'industrie nucléaire, par exemple. Voilà, c'est déjà une... Il y a un engouement sur la planète hein, autour de l'IA. Quand vous allez en Chine, je parlais du Weizmann Institute, ça dégage de l'énergie là-bas. Hein, je veux dire, vous allez... Enfin, on sent que, bon, voilà, je veux dire, l'avenir est ouvert. Mais c'est certainement pas la seule raison, parce que si c'était ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, on ne serait pas, comment dire, d'abord d'un point de vue de la rationalité, on pourrait dire, si je voulais être vraiment, disons, tiré vers l'absurde quelque part, et vous allez voir pourquoi le mathématicien que je suis se permet ça, c'est de dire que, mais alors à ce moment-là, il suffirait de, on n'a pas besoin de, on pourrait être sorte de sélectionner quelque part les personnes, disaient bah oui, toi tu seras ingénieur, voilà, toi tu seras technicien, et on fait ça très tôt, et puis on va faire des économies, voilà, je veux dire, on pourrait segmenter. C'est ce qui se passe encore dans beaucoup de pays, c'est ce qui se passait en France, quand il n'y avait que 10% de bacheliers, hein, c'est-à-dire à la fin de l'école primaire, on passait un examen, et puis on disait, bah voilà, toi tu n'as pas réussi cet examen, tu as 11 ans, tu n'as pas réussi cet examen, ici, l'enseignement général pour toi, l'enseignement technique pour toi, l'enseignement professionnel, la mine ou les champs, ouvrier direct, voilà. C'était comme ça avant. Et c'est encore comme ça dans beaucoup de pays. C'est encore comme ça dans beaucoup de pays. Je veux dire, et donc, alors on peut s'en offusquer aujourd'hui parce qu'on a changé de logiciel, mais il ne faut pas oublier l'histoire. Alors, j'allais dire... Alors, là, c'est ma dernière partie de mon exposé. J'allais peut-être dire 2-3 trucs sur les mathématiques. Qu'est-ce que les mathématiques apportent en tant qu'élément dans la société et surtout en tant qu'outil de réflexion. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que, soyons clairs, les professionnels qui aujourd'hui utilisent les mathématiques, par exemple, si vous avez, je ne sais pas, prenons quelqu'un qui a, je sais pas, 45 ans dans cette salle et qui utilise des mathématiques, c'est quoi les mathématiques qu'il utilise? C'est essentiellement les mathématiques du primaire. C'est la proportionnalité, c'est, même si vous êtes commerçant, par exemple, on va dire, mon père est commerçant, donc je vois à peu près les mathématiques qu'il utilise. Ça ne va pas au-delà des pourcentages, soyons sérieux. Alors, je ne crois pas qu'il utilise la dérivée ou la primitive, vous voyez, dans sa vie de commerçant. Vous voyez, c'est ce que voulait dire Luc Ferry lorsqu'on l'a repris. On a un peu caricaturé ses propos. Ils étaient beaucoup plus malins que ce qu'on voulait faire croire. Donc effectivement, la dérivée, les primitives, l'algèbre générale, la théorie des groupes, la théorie des ensembles, est-ce que c'est utile quand on est commerçant? Alors, les mathématiques, ce n'est pas réservé à des génies. Ça, c'est important parce que, j'allais dire, on dit souvent, et dans l'histoire, l'histoire retient en vérité l'histoire des génies. On dit, oui, il avait 13 ans, c'était un génie, il a découvert je ne sais pas trop quoi, etc. Ok, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous prenez tous les génies de l'histoire, eh bien, tous les génies de l'histoire, ça ne vaut pas aujourd'hui l'organisation qu'on a dans cette salle, c'est-à-dire la capacité de notre société et de nos entreprises à mettre des intelligences individuelles peut-être un petit peu plus faibles, ces grands génies, mais collectivement, ils surpassent tous ces génies. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que, j'allais dire, ensemble, on est plus intelligent que tous les génies que vous allez avoir dans l'histoire des mathématiques ou des sciences. En vérité, pour fabriquer une voiture, pour fabriquer une centrale nucléaire, pour fabriquer une fusée, Ariane ou aujourd'hui les intelligences artificielles, eh bien c'est une collection de capacités qui fait que collectivement, on dépasse tout ce qu'on a pu faire avant. Donc rassurons-nous
peut-être, on est peut-être individuellement pas au niveau d'un Gauss ou d'un von Neumann, par exemple, certes, mais j'allais dire qu'on a notre utilité sociale parce que nous sommes organisés comme ça, à condition de pouvoir travailler ensemble dans la confiance. Parce que si vous voulez revenir à des individualités, vous allez revenir à votre état. Et désolé, l'état de nature des humains est assez faible. Voilà, hein, je veux dire que d'une certaine manière, si vous voulez faire des grandes choses dans votre vie, j'allais dire, pensez collectif, hein, d'une certaine manière. Alors ça, c'est la première idée. La deuxième idée, et c'est pour rassurer, c'est-à-dire rassurer les jeunes, les étudiants. Voilà, même si c'est pas très très bon en maths, c'est pas très grave. Voilà, c'est ça. Alors, la deuxième idée, c'est que les mathématiques, une fois qu'on a tout oublié de ces cours, la régression linéaire, la dérivée, le calcul différentiel et tout ça, parce que dans 5 ans, vous aurez tout oublié, hein, c'est sûr. Qu'est-ce qui va rester? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Si on veut être un bon enseignant, si on veut être un bon éducateur, on sait bien que, j'allais dire, on a une spécialisation, on devient expert dans un domaine, on oublie. Personnellement, j'étais très fluent en allemand, par exemple, quand j'étais au baccalauréat, et maintenant, je ne sais plus parler allemand. Enfin, je veux dire, il y a des choses que j'ai oubliées, mais je pourrais les réapprendre. La première chose, c'est que je peux réapprendre. Et que quand je réapprends, je vais plus vite que la première fois. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai fait un premier passage, donc j'ai développé des capacités d'apprentissage. J'allais dire que moi, quand j'étais étudiant, ou quand j'étais jeune, il n'y avait pas, voilà, il y avait Internet, c'est 95, 93, mon premier mail, j'ai envoyé mon premier mail en 1984, vous voyez, donc voilà, j'avais déjà mon bac. Mais j'allais dire que c'est des choses, à chaque étape, aujourd'hui, j'ai 53 ans, mais à chaque étape, je me sens parfaitement en phase dans ma société. C'est-à-dire que si vous regardez, aujourd'hui, vous fabriquez une machine, je suis provincial, mais là, je vois, il y a une machine à café, il y a 2 boutons. Alors j'ai lu quelque part que sur des machines à café, quand il y a 3 boutons, cette machine se vend moins qu'une machine où il y a 2 boutons. Et c'est vrai, je l'ai pu expérimenter, ma propre maman est perdue quand il y a la machine à café à 3 boutons. Vous voyez? Parce que c'est angoissant. Et vous prenez, il y a des... Et c'est vrai que et ça correspond à quelque chose de très profond dans le cerveau humain. Je vous le dis, c'est qu'on ne sait compter que jusqu'à 4. Vous voyez? Donc, au-delà de 4 choses, c'est le cerveau humain traite ça comme beaucoup. Donc, quand vous avez une machine ou une voiture avec plein de boutons, vous êtes sûr que 90% de la population ne va pas utiliser tous ces boutons, ils sont déjà perdus. Donc, c'est ça la réalité. Et ça, c'est les neurosciences qui nous apprennent ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop d'informations. Donc, sur les machines à café, 2 boutons, ça suffit. Voilà. Et... mais alors, vous voyez, quand vous avez fait des maths, en quelque sorte, vous comprenez ces choses-là. Vous comprenez ces choses-là. Et donc, j'allais dire, ici, les mathématiques, ça permet, dans un premier temps, des outils efficaces pour penser de manière logique. Alors ça a des défauts, bien entendu. Mais par exemple, il y a l'histoire célèbre, vous la connaissez peut-être, c'était un statisticien pendant la guerre, et les armées avaient beaucoup de pertes en avion, et on a fait appel à ce statisticien, dire oui, alors il faut mieux blinder nos avions, parce qu'il y a des balles qui... Voilà. Alors où est-ce qu'il faut mettre le blindage? Alors il y avait des ingénieurs, des militaires, surtout des militaires qui avaient dit, voilà, il faut blinder ici, regardez là où il y avait des impacts, il faut blinder là. Et Wald, un grand statisticien, a dit non, mais il ne faut surtout pas faire ça. Il faut blinder là où il n'y a pas de balles. Alors on dit, tiens, c'est bizarre. Ben oui, parce que si vous voulez, en quelque sorte, là où vous ne voyez pas de balles, ce sont les organes essentiels. C'est-à-dire qu'en gros, j'allais dire, pour redonner une analogie, c'est comme vous allez aux urgences, vous ne voyez personne arriver avec un couteau planté dans le cœur aux urgences. Vous voyez, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que, évidemment, la personne est déjà morte. Vous voyez? Et donc, pour les avions, c'était la même chose. Une balle qui arrivait à un endroit vital de l'appareil, eh bien, l'appareil ne rentrait pas, et donc on ne pouvait pas observer l'impact de balle sur le blindage. Parce que, évidemment, l'avion n'était pas là. Vous voyez?
Donc il faut pas s'arrêter aux évidences. Et ça, ce sont les mathématiques qui vous apprennent ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui... voilà. Alors, rationnel et logique, par exemple, ne pas confondre causalité et corrélation. Alors ça, c'est un truc très classique, bien entendu. Si je vous dis, beaucoup de Français, personnes âgées, meurent devant leur télé. Alors oui, si vous regardez, vous êtes âgé, vous êtes dans votre lit, vous regardez la télé, et vous avez une crise cardiaque, ou la vieillesse vous emporte quelque part, est-ce que vous allez... Donc si vous regardez le nombre de personnes, vous allez trouver une corrélation positive. Est-ce que vous allez en déduire qu'il y a une causalité? Peut-être. Voilà. Et d'autres sujets, par exemple, vous pouvez avoir une variable corrélée, donc une chose est corrélée à une autre, une deuxième corrélée à une troisième, mais la première n'est pas corrélée à la troisième. Et donc, comme ça, vous pouvez truander dans vos langages. Vous voyez, quand vous apportez des arguments, comme je suis en train de le faire, vous donnez une première corrélation, une deuxième corrélation, et subrepticement, vous dites, donc 1 est corrélé à 3. Et donc là, vous avez menti. Vous voyez? Mais ça, c'est si vous regardez un petit peu dans les débats télévisuels, l'argumentaire d'hommes politiques, de femmes politiques ou des journalistes, eh bien, vous allez repérer ces choses-là. Et c'est très efficace, j'allais dire, en termes de discours politique, et c'est spectaculaire. Alors l'éducation aux sciences, l'éducation à la logique, ça permet de contrer ce genre d'attaque. Par exemple, si je vous dis, prenez des phrases logiques, par exemple, alors j'ai pris ça dans un livre, hein, donc c'est pas une invention... si je vous dis, mais monsieur, vous n'avez pas démenti que hier, vous aviez eu un mauvais comportement à l'égard d'une dame, par exemple. Vous n'avez pas démenti. Donc ma phrase que je viens de dire là, aujourd'hui, tout de suite, est une phrase purement vraie et purement logique. Mais elle utilise en fait quelque chose qui est très difficile à comprendre, qui est qu'une assertion fausse peut impliquer une vérité. Enfin, voilà. Donc, vous voyez, c'est un truc qui dépasse l'entendement, c'est dans la logique. On sait que, voilà, quand vous dites vrai, quand vous démarrez du vrai, vous aboutissez au vrai. Et quand vous démarrez du faux, vous pouvez aboutir à n'importe quoi. Et ça, c'est les maths qui vous apprennent ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui est, disons, dans le cœur culturel de la société. Si je vous dis aujourd'hui, par exemple, quand on est bien éduqué, il pleuvait tout à l'heure, mais quand on est bien éduqué, eh bien, lorsqu'il pleut, je sors avec mon parapluie. Et moi, j'ai testé, vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui dites, vous voyez quelqu'un dans la rue avec un parapluie, qu'est-ce que vous pouvez conclure? Alors, évidemment, tout le monde va dire, il pleut. S'il y a quelqu'un avec un parapluie, c'est qu'il pleut. La logique mathématique, c'est que vous ne pouvez rien conclure. C'est que peut-être qu'il pleut, peut-être qu'il ne pleut pas, peut-être qu'il a pris un parapluie parce que ça lui plaisait. Et donc voilà, donc vous n'avez pas contredit la règle. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler en mathématiques. Mais on voit bien qu'il y a une différence entre ce que pense la culture sociétale, comment pensent les gens. Les gens ne pensent pas mathématiques. Parce qu'avec l'histoire du parapluie, tout le monde... J'ai testé avec ma propre fille qui a 13 ans. Et je lui ai demandé, alors, si tu vois quelqu'un avec un parapluie, elle me dit, c'est qu'il pleut. Alors j'ai essayé de lui expliquer, elle ne voulait pas me croire que la logique mathématique permettait de ne pas conclure quelque part. Elle me dit, mais il est bête ou quoi? Pourquoi il est sorti avec son parapluie? Donc effectivement, vous voyez, donc, en quelque sorte, si vous raisonnez trop mathématique, eh bien vous n'êtes plus intégré dans la société. C'est-à-dire qu'il faut accepter que la société, collectivement, on n'est pas... Vous voyez, il y a un film là, j'adore Star Trek, le monde vulcain, vous voyez, c'est des personnages qui ont des grandes oreilles et qui raisonnent de manière logique. Eh bien, chez les vulcains, on peut parler logique maths. Eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que les humains, malheureusement, ne sont pas mathématiciens, pas logiques, ce ne sont pas des êtres logiques. Ce sont des êtres de passion, bien entendu. Alors, ça, c'est un truc intéressant, c'est que les mathématiques permettent de travailler l'abstraction. Et ça répond un petit peu à la première question de notre invité, enfin de la force invitante, pardon. Vous parliez des robots. Ah, les robots, ils font... Mais j'allais dire, je n'ai pas envie d'être l'esclave du robot. L'éducation en mathématiques, c'est la transgression. Et j'allais dire, je vais passer même directement... voilà, alors attendez, je reviens ici, voilà, c'est la transgression.
C'est-à-dire que les mathématiques, c'est un lieu assez facile dans lequel on peut éduquer l'enfant à dépasser les règles. C'est un peu étonnant ce que je suis en train de dire. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir des mathématiques. C'est-à-dire que la transgression, on vous dit, on n'a pas le droit de diviser par 0. On entend souvent le truc. Eh bien, quand en mathématiques, on dit, mais on n'a pas le droit de diviser par 0, mais qu'est-ce qui se passerait si on pouvait diviser par 0? Le carré d'un nombre est positif, mais qu'est-ce qui se passerait si le carré d'un nombre était négatif? Voilà. Donc, et c'est là, on voit tout le cheminement dans l'histoire des mathématiques, c'est que les découvertes mathématiques résultent de transgression. C'est-à-dire transgression de l'ordre établi. Donc ça répond partiellement un petit peu à la question qui est une question fondamentale du positionnement des apprentissages dans un monde qui va être un petit peu automatisé. Et effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'école, quand on est tout petit déjà, à l'école primaire, quand vous avez un professeur de mathématiques qui vous dit « Ah non, mais ça, tu n'as pas le droit de le faire », vous voyez, quelque part, il est contre-productif. Parce que justement, c'est intéressant de dire, mais j'ai pas le droit, mais si j'ai envie de le faire, qu'est-ce qui fait que j'ai pas le droit? Est-ce que mon erreur, ou est-ce que je suis transgressif ou pas là? Je veux dire, et donc toute l'histoire des mathématiques, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ne pas diviser par 0. Mais quand on regarde la notion de dérivée, qui a été une invention majeure du monde occidental, c'est effectivement dérivé par 0. En physique théorique aujourd'hui, la renormalisation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, on a des intégrales des infinis, traiter l'infini, c'est-à-dire traiter ce qui est inimaginable, ce qui est interdit, c'est le rôle des mathématiques. Et j'allais dire, cette éducation à la transgression, si on ne l'a pas, en mathématiques, ben, vous voyez, c'est pas, j'allais dire, être transgressif dans la société, en économie, ça peut être dangereux. Vous ne payez pas vos impôts, vous voyez, c'est déconseillé. Hein. Je veux dire que voilà, transgresser les règles du droit, vous ne pouvez pas dire, tiens, je vais tuer mon prochain pour voir ce que ça fait, me mettre dans cette hypothèse. Si je tuais mon épouse, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez, vous ne pouvez pas faire ça. C'est déconseillé en tous les cas. Hein. Mais en mathématiques, vous pouvez mettre des choses, faire des raisonnements abstraits. Et le mot le plus important en mathématiques, finalement, c'est le mot si. Si je me mets dans cet univers de pensée, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est toute la richesse de la modélisation. C'est toute la richesse, par exemple, si vous voulez voir si votre raisonnement est un peu sérieux. Vous avez en face de vous quelqu'un, un homme politique ou un journaliste qui vous embête, etc. Et puis il vous dit oui, machin, etc. Il vous fait un petit raisonnement. Vous voulez voir si le raisonnement est sérieux, il faut mettre les paramètres à 0. Ça, c'est le conseil que je donne. C'est-à-dire, vous rentrez dans les cas extrêmes. Dans les cas extrêmes. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez développer une politique, et puis, par exemple, vous voulez mettre en place dans ce beau lycée une option. Et puis, le bon raisonnement en mathématiques, c'est de dire, mais si tout le monde prenait l'option, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que je pourrais répondre? Ou si personne prend cette option, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez? Donc, vous voulez mettre de la flexibilité dans votre organisation en permettant aux élèves de choisir leur cours. Eh bien, par exemple, il faut penser mathématiques. C'est pas de penser en moyenne, c'est de penser en variance, quelque part. C'est-à-dire de dire, mais je me place dans les situations extrêmes pour voir si mon organisation va être solide. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé, par exemple, quand vous devez traiter les situations critiques dans l'industrie, par exemple. Et si vous n'avez pas été éduqué aux mathématiques, vous n'arrivez pas à vous projeter dans un univers impossible. Ça, c'est vraiment les maths. Il y a des gens qui sont très terriens, ils vous disent mais non, mais c'est impossible, c'est pas possible. Mais c'est pas que ce soit pas possible. Ce qui m'intéresse, c'est de me placer dans une hypothèse absurde et de voir qu'est-ce que je peux en tirer et jusqu'où je peux arriver. Donc par exemple, quand vous prenez le Paris-Rio, qui s'est écrasé, qui a disparu là comme ça dans l'océan Atlantique, j'allais dire que les pilotes n'étaient pas assez éduqués aux mathématiques. Vous allez me dire, mais quand même, ils avaient des diplômes, etc., ils ont fait des maths. Ils n'ont pas fait les bonnes mathématiques. Parce qu'ils auraient dû se faire ce raisonnement de dire,
la machine vous dit, c'est exactement ça, la machine vous dit que il fait tant de degrés, etc., etc. Et donc la machine vous dit qu'il faut faire ça. Et donc ils ont fait ce que la machine disait. Il fallait que ces pilotes se mettent dans l'hypothèse absurde de contredire la machine. Mettre des paramètres à zéro et conditionner le si, c'est quelque chose qui est vraiment à l'éducation des mathématiques. Alors, un sous-produit intéressant des mathématiques, c'est le courage. Le courage et la volonté. Et ça, c'est quelque chose qui peut être utile toute sa vie. Quand vous avez... pourquoi? Parce que l'être humain, je vous dis, c'est 4. Si je vous mets, par exemple, là, vous voyez sur cette table, là, il y a 4 objets. D'accord? Si je vous dis combien il y en a, vous me dites 4. Ça, et personne ne se trompe. Il n'y a personne dans cette salle qui va se tromper. 4, 0 erreur. Partout sur la planète. Hein. D'accord? Maintenant, si je mets 6 objets, par exemple 6 verres, 6 gobelets sur cette table, et je vous demande combien de loin, comme ça, à l'œil, combien il y en a? Il y en a qui vont dire 5, d'autres 6, d'autres 7. Vous allez voir quelques erreurs. Vous voyez, le maximum de l'œil, du cerveau humain, c'est 4. 4, 100% de réussite. Ça ne nous amène pas loin. Hein. D'accord? Il paraît que la poule, c'est 12. Vous voyez, une poule, rien que l'œil, comme ça, la 12. Vous voyez, donc peut-être c'est vrai qu'il y a beaucoup de poussins et que peut-être on a moins d'enfants, on va dire. Donc la douzaine directe, là, vous voyez. Le courage. Quand on me dit, oui, mais alors, il y a des ordinateurs. Ok. Il y a même des machines qui, on vous dit, ben, tenez, classez ces nombres du plus petit au plus grand. Ça, on trouve ça à l'école primaire. On vous donne 3 nombres. Alors, il y a 3, il y a 12, et puis 17. Et puis, on doit apprendre. Alors, on apprend le signe plus petit ou égal. Alors, on le met comme ça. Alors, 3, voilà. Donc, 3, les enfants, ils aiment bien. 3 nombres, c'est assez facile. Des fois, on fait le même travail avec des décimaux. Genre 3,7 et 3,14. Alors, ça, c'est un classique dans les évaluations. Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui pensent que 14 après la virgule, c'est plus grand que le 3, donc ils le mettent avant ou après, enfin bref. Et ça, sur tous les tests, je disais un test en Russie, il y avait exactement ça. Bon, d'accord. Maintenant, vous demandez à un enfant de 3e de classer 25 nombres. 27, mettons la classe, du plus petit au plus grand. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé. On ne peut pas dire qu'il y a un engouement collectif sur cet exercice. D'accord? On dit, mais attendez, monsieur, madame, on pourrait mettre dans Excel, on fait la fonction order, ou je ne sais pas trop quoi, tout de suite, c'est direct. Et puis on vous dit, mais attendez, qu'est-ce que je vais me faire avec 27? Les données du big data, c'est des millions, on n'est pas dans l'ordre de grandeur. Erreur pédagogique et didactique. Erreur. Très intéressant de faire classer 27 nombres par des élèves. Ça ne sert à rien, c'est sûr. Non mais je veux dire, en termes mathématiques, ça ne sert à rien. La machine fait 1000 fois mieux. D'accord? Et puis elle ne se trompe pas. Et puis ce qu'elle fait avec 27, elle peut le faire avec 27 000. Donc vous voyez, votre inspecteur va vous dire, voilà, vous êtes un petit peu en peine de dire, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé une machine, Excel, je ne sais pas trop quoi, etc. Eh bien, la réponse est la suivante. Et c'est vrai de beaucoup d'activités en mathématiques, etc. Ça donne du courage et de la méthode. C'est-à-dire, je prends un exercice absurde, mais ce n'est pas l'exercice, le résultat qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que l'élève développe une stratégie. Ok, et qu'il ait un peu de courage, parce que avoir de la stratégie pour 3, ça c'est bon, c'est humain, les mammifères font ça, vous voyez. Mais pour 27, il faut balayer avec son œil, avoir une lecture rapide. Repérer rapidement et mémoriser le nombre, etc. Donc faire un algorithme dans sa tête, etc. Quel est le plus petit nombre? Tac, avec l'œil, tac. Après, avec mon stylo, je souligne. Donc je suis ordonné. Donc je rentre dans un processus mental qui fait que je deviens efficace. Vous voyez? Et donc si vous êtes capable de ranger assez rapidement en temps fini 27 nombres du plus petit au plus grand, croyez-moi, même si cet exercice ne sert à rien, ça prouve quelque chose. Ça prouve que vous êtes 1, organisé, que 2, vous avez du courage et de la méthode.
Et ça veut dire que vous êtes bien coordonné au niveau des sens. Et souvent, on oublie la dimension humaine du sens, des sens physiques, hein, dans l'éducation, y compris en mathématiques. On ne parle pas qu'au cerveau. Je dis souvent, moi, à mes étudiants, je dis, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quels mots vois-tu? Est-ce que tu as vu tous les mots? Quels sont les signes? Donc, regardez, observez. La qualité de l'observation. Dire ensuite ce qu'on a dit, ce qu'on a vu, pour ensuite que ça monte au cerveau. Ce sont les 3 temps, finalement, de la méthode de Singapour qu'on a mise dans notre rapport. Donc, vous voyez que sur cet exercice absurde, en vérité, je développe les 3 outils fondamentaux de la méthode de Singapour, à savoir l'observation, la manipulation, l'expérimentation, dire, voir, comprendre et ensuite abstraire, c'est-à-dire avoir la méthode. Et ça, des exercices, vous en avez plein des comme ça. Donc vous voyez, je vais pouvoir oublier après mon exercice. Mais j'aurai développé chez l'enfant du courage, de la méthode, et puis j'espère qu'il va pouvoir ranger sa chambre après, utilement, quand on lui dira range ta chambre, voilà, ou ranger ses livres. Parce que ça peut être utile pour retrouver son devoir de maths qu'on a oublié de faire, par exemple. Surtout s'il veut un quart de sa pizza. Surtout s'il veut un quart de sa pizza. Eh bien, j'allais dire que... Alors, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les mathématiques ne sont pas la seule source de logique, bien sûr. Je sais que dans la philosophie stoïcienne, ou la philosophie qui anime aussi ce mouvement, héritier des Lumières, c'est-à-dire la logique, la logique intellectuelle, les valeurs. Donc, il n'y a pas que les maths. D'accord? Et la logique des mathématiques n'est pas orthogonale à d'autres logiques, hein, de logique, disons, de la vie, d'une certaine manière, mais elle est complémentaire. Donc, j'allais dire, les mathématiques ne disent pas tout du monde. Et ça, je vais rassurer l'Assemblée, c'est que, vous voyez, vous pouvez être un expert en mathématiques et finalement un nain intellectuel en politique ou en relations internationales ou, j'allais dire, dans la vie sociétale. Donc, les mathématiques sont utiles certainement pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici, mais elles ne résument pas la dimension humaine. Et donc, en quelque sorte, je ne suis pas spécialement inquiet par rapport aux machines, puisque... j'allais dire, peut-être qu'on vivra en harmonie, peut-être qu'on pourra épouser un robot, je ne sais pas moi, peut-être. Mais quelque part, la contradiction, l'argumentation, c'est-à-dire le dialogue dans le respect d'autrui, c'est ce qui constitue finalement la base de notre enseignement, mais j'allais dire depuis Platon. Et donc en vérité, on ne fait que redécouvrir ce que nos anciens nous ont appris de l'éducation. Et je crois qu'il serait un tort de croire que, j'allais dire, que l'humain a tant changé qu'il faille mettre à la poubelle tous les enseignements de nos anciens. Et je terminerai par ce propos. Merci.